Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Merci aux braves gens sur Patreon qui ont voté pour ce sujet. Nous allons jeter un coup d'œil rapide. Eh bien, peut-être pas aux 5 pires amiraux de tous les temps, car c'est quelque chose de très subjectif, mais au moins à 5 des pires amiraux de tous les temps. Du moins, les 5 pires auxquels j'ai pu penser. Si vous avez d'autres candidats à proposer, n'hésitez pas à le faire. Maintenant, il est à noter que nous n'allons pas inclure certains amiraux qui apparaissent assez souvent dans les listes de différentes personnes, comme le pauvre vieil amiral Rojdestvenski. Parce que, eh bien, oui, sa carrière navale s'est effectivement terminée par la défaite catastrophique de Tsushima, comme expliqué dans les vidéos sur la deuxième escadre du Pacifique et sur l'amiral Rojdestvenski. Il était en réalité un officier de marine plutôt compétent, voire brillant, à qui l'on a donné l'une des pires situations possibles. Et le fait même que la flotte russe ait réussi à atteindre Tsushima pour y être vaincue était déjà en soi un petit miracle que beaucoup d'autres amiraux n'auraient pas réussi à accomplir. Donc il n'est pas sur cette liste parce qu'il ne mérite pas d'y être. Parce qu'il faut se rappeler que ce n'est pas parce que vous avez subi une défaite catastrophique que cela fait forcément de vous un mauvais amiral. Vous pouvez faire pratiquement tout ce qui est en votre pouvoir correctement et quand même perdre. Le monde n'est malheureusement pas un endroit particulièrement juste. Cependant, il y a certaines personnes qui méritent absolument de figurer sur cette liste parce que, eh bien, vu leur attitude et ou leur manque de compétences, la bataille était déjà perdue. Lorsqu'ils ont pris la mer ou ont ordonné à d'autres de prendre la mer, maintenant, je dis ordonner à des gens d'aller en mer, parce qu'une inclusion peut-être un peu discutable va être la première dont je vais parler, et c'est le roi Philippe II d'Espagne. En réalité, il n'était pas techniquement un amiral, il n'a pas mené d'hommes au combat à bord de ses navires. Cependant, je pense qu'il doit figurer sur cette liste parce qu'il est responsable non pas d'une ni de deux, mais de 3 armadas espagnoles, et les 3 se sont terminées en désastre. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ces différentes armadas se sont soldées par un désastre, mais une grande partie de la responsabilité incombe à Philippe II. Deuxièmement, c'était un autocrate classique et un micro-gestionnaire, essayant en gros de diriger tout l'Empire espagnol depuis son propre bureau. Et malheureusement, cela signifiait que, la plupart du temps, une combinaison de sa propre arrogance et, bien, du fait qu'il était le roi du plus grand empire du monde à l'époque, faisait qu'il était presque impossible de lui dire non. Et quand quelques personnes osaient le faire, il ne les écoutait généralement pas. Et donc, il ordonna la première armada espagnole, voici l'armada espagnole, celle que tout le monde connaît probablement, et malgré la mort du marquis de Santa Cruz, qui était en réalité un chef naval assez compétent, au cours des préparatifs, après avoir exprimé des doutes quant à la faisabilité de l'opération. Et malgré le fait que le duc de Medina Sidonia, son remplaçant, ait également dit à Philippe « Premièrement, je ne pense pas que cela soit faisable. Deuxièmement, je ne suis pas un officier de marine. S'il vous plaît, ne me demandez pas de diriger une flotte parce que cela risque vraiment de très mal finir. » Philippe a ignoré tout cela et a insisté en disant que non, Dieu pourvoirait, Dieu bénirait cette expédition. Il avait la permission du pape. C'était une mission divine, une sorte de croisade flottante. Et il allait gagner. Et il allait gagner en élaborant le plan naval le plus complexe de toute l'histoire par rapport aux capacités réelles de la marine à l'époque. Et tout comme Napoléon, plusieurs centaines d'années plus tard, il a décidé que, eh bien, parce qu'il l'avait dit, les navires pourraient naviguer à une vitesse et un rythme constant, et les messages pourraient voyager à une vitesse et un rythme constant. Il faudrait aussi organiser la récupération complexe de l'armée du duc de Parme et son transport en Angleterre, tout en naviguant dans la Manche malgré la météo et les Anglais. Sans grande surprise, tout a très mal tourné, et bien que l'armada n'ait pas perdu trop de navires face à la flotte anglaise elle-même, elle a tout de même subi pas mal de dégâts. Elle a fini par devoir contourner tout le Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni n'existait pas à cette époque, donc les îles britanniques, et à ce moment-là, des tempêtes sont intervenues et ont détruit environ la moitié de la flotte. Donc la plupart des gens à ce stade auraient tiré la leçon et se seraient dit « D'accord, peut-être qu'envoyer une flotte gigantesque de navires sous le commandement d'un chef qui n'est pas vraiment un officier naval expérimenté pour envahir un pays rempli de gens très en colère qui aiment, naviguer sur des bateaux et leur tirer dessus ou voler le contenu d'autres navires n'est probablement pas une bonne idée. »
La plupart des personnes très religieuses, après avoir invoqué la bénédiction de Dieu sur leur projet et vu les éléments naturels détruire leur flotte, auraient sans doute pensé que c'était la manière de Dieu de dire non. Philippe II a conclu que tout cela était dû à un manque de ferveur dans ses prières, et donc, quelques années plus tard, il enverrait une seconde armada espagnole, et cette fois, avec la brillante innovation tactique de simplement l'envoyer. Encore plus tard dans l'année, alors qu'il était encore plus probable qu'il y ait des tempêtes, il faut reconnaître, cette fois-ci. Il a effectivement confié le commandement à un officier naval assez expérimenté, Martin de Padilla y Manrique, qui a été exceptionnellement malchanceux dans ce cas. Parce que c'était un officier naval assez compétent, il avait fait un travail plutôt correct contre l'armada anglaise. Il remportera ensuite 2 autres victoires navales importantes, mais aucune ne concernait les tentatives répétées de Philippe d'envahir l'Angleterre. Donc, le pauvre vieux Martin de Padilla, comme nous allons l'appeler pour l'instant, a commencé à rassembler ses forces. Confronté à beaucoup des mêmes défis, le duc de Medina Sidonia avait rencontré des problèmes de financement insuffisants et de manque de ravitaillement, et beaucoup de personnes affectées à la flotte étaient malades ou blessées, ce qui, sans surprise, a provoqué de nouvelles vagues de maladies, ce qui a nécessité la mobilisation de encore plus d'hommes. Les Anglais ont découvert l'affaire, l'ont examinée, puis, apprenant que la 2e armada espagnole allait partir, ont consulté la météo et se sont dit « Personne ne serait assez fou pour prendre la mer maintenant, étant donné que c'est l'automne, et effectivement les tempêtes sont arrivées, l'armada a été obligée de rester au port, et pendant ce temps, Philippe a décidé « Bon, peut-être que partir envahir l'Irlande, ce qui était le but de cette expédition en particulier, était un peu trop ambitieux. On leur a donc simplement dit d'aller prendre le port français de Brest, un peu plus proche, et cela pourrait servir de point de départ utile pour de futures invasions de l'Angleterre ou même de l'Irlande à un moment donné dans le futur. L'armada a attendu une accalmie, a pris la mer comme prévu et a été dispersée et en grande partie coulée par des tempêtes. Oui, qui aurait pu prévoir ça de l'autre côté en Angleterre? Des rapports indiquant que les Espagnols avaient effectivement été assez fous pour prendre la mer leur sont parvenus, et ils étaient légèrement inquiets à cause de rumeurs selon lesquelles une grande force espagnole aurait débarqué en Irlande, et que l'Irlande s'était alors soulevée contre les Anglais, qui à ce moment-là gouvernaient bien l'endroit. Ils ont envoyé une flotte et n'ont trouvé que des débris éparpillés et des corps rejetés par la baie de Biscaye. Un navire espagnol perdu, capturé rapidement, a confirmé que les Espagnols étaient partis en mer et que les tempêtes les avaient encore détruits. On pourrait croire que 2 flottes prétendument bénies par Dieu, toutes 2 gravement détruites par des tempêtes, suffiraient comme indice. Mais pas pour Philippe, car l'année suivante, le pauvre vieux Martin de Padilla fut chargé d'une 3e armada qui avait pour mission de faire la même chose que l'armada de l'année précédente, c'est-à-dire naviguer jusqu'en Irlande et essayer de soutenir divers groupes rebelles là-bas. Le pauvre Pereira a fait de son mieux pour organiser cela. Une flotte assez importante est repartie en mer, et il semble qu'on leur ait offert une petite opportunité. Parce qu'une grande force anglo-néerlandaise avait pris la mer pour tenter d'abord de détruire les flottes espagnoles dans le port, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire, puis d'essayer de capturer les îles Açores, ce qu'elle n'avait pas réussi à faire non plus, et d'intercepter et de détruire la flotte au trésor espagnol, ce qu'elle avait également échoué à faire. Actuellement, elle était loin dans l'Atlantique, laissant la côte anglaise sans défense. Encore une fois, leurs ordres ont changé à la dernière minute. Ils devaient occuper une partie de la Cornouaille ou de l'ouest du pays de Galles, selon ce qu'ils atteindraient, au lieu d'aller en Irlande. Et une fois de plus, ils ont pris la mer au milieu ou à la fin de l'automne, et donc, à la surprise de pratiquement personne qui écoute à ce stade, ils ont affronté d'énormes tempêtes et plusieurs navires ont même explosé en plein milieu de celles-ci. Cette fois, les services de renseignement anglais avaient complètement échoué et ils n'avaient aucune idée que les Espagnols arrivaient. Du moins, jusqu'à ce que divers débris et même des navires espagnols entiers gravement endommagés commencent à apparaître au hasard sur différentes plages anglaises et galloises, au grand étonnement de presque tout le monde. La plupart de ces épaves furent, bien entendu, pillées. L'une d'elles apparut dans un port gallois où eut lieu une confrontation plutôt comique, parce que le navire en question, qui était en réalité un bâtiment hollandais réquisitionné, n'avait absolument pas la force nécessaire pour débarquer et il ne disposait de toute façon d'aucune embarcation pour effectuer une descente à terre, et il n'avait pas particulièrement envie de s'échouer. Mais les habitants et la milice locale n'avaient pas non plus de bateau adapté pour y aller et le capturer. Le navire est resté dans les environs, a réparé ses mâts et son gréement, puis est reparti en mer avant d'être capturé par une escadre anglaise, mais ceci est une autre histoire.
et il s'est avéré que la même tempête avait dispersé la flotte anglo-néerlandaise sur le chemin du retour, à tel point que les deux flottes se sont en fait croisées sans même s'en rendre compte. Sauf pour quelques groupes isolés de navires anglo-néerlandais qui sont tombés sur quelques navires espagnols encore plus isolés et les ont capturés. Mais la grande majorité de la flotte anglo-néerlandaise est rentrée en Angleterre où on lui a dit « Hé, vous venez de traverser une autre armada espagnole », ce à quoi ils ont répondu « Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. » Ils sont tous là-bas, ou du moins ce qu'il en reste. Comment avons-nous pu manquer ce groupe? Mieux vaut aller récupérer les traînards. La mobilisation a été tardive, car ils ont réalisé qu'une importante flotte espagnole était au large des côtes anglaises. Et il y a eu une sorte d'affrontement assez amusant où un contingent de troupes espagnoles a effectivement réussi à débarquer sur le sol anglais d'une manière vaguement organisée. Ils se sont installés dans un petit retranchement fortifié, ont été immédiatement entourés par un grand nombre de miliciens, qui les ont regardés en se demandant « Je me demande ce que ce groupe fait ici. Je suppose qu'on devrait rester dans le coin au cas où ils essaieraient d'aller quelque part. » Un affrontement gênant eut lieu car, malgré leur infériorité numérique, les troupes espagnoles étaient mieux équipées et commandées que la milice locale. Mais les Espagnols ne voulaient pas étendre leur présence car alors le nombre jouerait contre eux. Ils ont donc décidé d'attendre des renforts. Les renforts ne sont jamais arrivés. Et donc finalement les Espagnols ont simplement fait leur bagage et sont partis. Philippe avait donc échoué 3 fois à envoyer des armadas, toutes détruites par des tempêtes malgré la protection divine. En avait-il tiré des leçons? Eh bien, il a réussi à tomber malade et à mourir l'année suivante, donc qui sait. Passons maintenant à ceux qui détenaient vraiment le titre d'amiral. Et je pense que vous allez remarquer un point commun chez tous ceux-là qui se résument généralement à des personnes promues bien au-delà de leur niveau de compétence. Nous allons donc commencer avec l'amiral Carleton H. Wright de la marine américaine. Maintenant, cet incident particulier se produit en plein milieu de la bataille de Guadalcanal, et les Japonais essaient d'acheminer des ravitaillements à leurs soldats en utilisant des destroyers. L'amiral Wright reçoit le commandement d'une unité de croiseurs américains à laquelle sont rattachés quelques destroyers et on lui dit de les arrêter. À ce moment-là, Carleton Wright servait dans la marine américaine depuis juste avant la Première Guerre mondiale. Cependant, lorsque vous examinez sa carrière, vous remarquerez que pratiquement toute sa carrière s'est déroulée dans une forme de spécialisation dans les mines ou d'autres types d'armements et de guerres explosives. Pas dans le commandement des forces de surface. Lorsqu'il a pris la tête de cette formation, c'était seulement sa 2e fois à la tête d'un groupe de grands navires de guerre, la première ayant eu lieu quelques semaines plus tôt. Mais il est allé au combat avec un plan, et c'était en fait un plan qu'il avait lui-même contribué à élaborer. Et ce plan disait que pour combattre les Japonais de nuit, étant donné que, la première bataille nocturne de Guadalcanal, l'action de nuit de Callahan, ne s'était pas particulièrement bien passée. L'idée était que les croiseurs devaient être menés au combat par les destroyers et que les destroyers repéreraient les navires ennemis où qu'ils se trouvent. Selon le plan, ils ignoraient s'ils affronteraient des croiseurs japonais, des destroyers ou les deux. Mais dans tous les cas, l'idée était de s'approcher suffisamment pour lancer les torpilles Mark 15 que les destroyers transportaient. Les destroyers se retireraient ensuite et prépareraient des tirs d'obus éclairants pour illuminer la zone aux croiseurs. Lorsque les torpilles touchaient leur cible ou juste avant, les croiseurs ouvraient le feu avec leurs canons, réalisant une attaque surprise en 2 temps pour, espérons-le, couler l'ennemi rapidement. C'était une bonne idée. Puis il a spectaculairement échoué à la suivre. Pendant la bataille, les destroyers sont entrés en action. Ils ont détecté l'ennemi au radar et signalé « Nous avons leur distance et leur relèvement. Nos torpilles sont prêtes à être lancées, c'est une solution de tir idéale. » L'ennemi, cependant, descend bien sûr en direction de Guadalcanal, et nous, bien sûr, nous dirigeons à peu près vers le nord, essayant de les intercepter. Ce n'était pas un cap nord-sud parfait, mais ils étaient sur des relèvements quasi opposés. Cette solution de tir n'était valable que quelques minutes, permettant de tirer vos torpilles à des angles presque perpendiculaires devant l'ennemi pour les atteindre directement. Après avoir tout mis en place et avoir signalé la route, la distance et le relèvement de l'ennemi, le destroyer de tête envoie un message radio, essentiellement par formalité, à l'USS Minneapolis où se trouve Carleton Wright et demande « Eh bien, pouvons-nous ouvrir le feu, s'il vous plaît ?» Gardez à l'esprit que, même si 2 croiseurs américains n'ont pas le radar SG, le Minneapolis en est équipé. Il fait partie des 3 croiseurs américains dotés du radar SG.
Et puis l'amiral Wright attend et attend encore. Et quelques minutes plus tard, alors que la solution de tir devient de plus en plus mauvaise à mesure que les deux groupes de navires se croisent, finalement l'amiral Wright revient et dit « Non, vous savez, je ne pense pas que la distance soit vraiment assez courte. » Il semble avoir oublié deux choses. Premièrement, bien sûr, les commandants des destroyers savaient réellement faire leur travail. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient leur propre radar. Ils voyaient les données de distance et connaissaient leurs torpilles. Et bien sûr, lui, même s'il faisait partie de la même formation sur le Minneapolis, était à une certaine distance en arrière. Et donc, la distance entre le Minneapolis et la formation japonaise était différente de celle entre les destroyers et la formation japonaise. Le commandant des destroyers américains a très vite repris la radio et a dit « Nous connaissons la portée. Elle convient à nos torpilles. » Et l'amiral Wright a attendu, et il a attendu, et il a encore attendu. Et puis, finalement, il a dit « Bon, d'accord, alors tirez si vous voulez. » Cela faisait maintenant presque 5 minutes après la demande initiale, et avec, un groupe de navires se dirigeant vers le nord et un autre groupe de navires se dirigeant vers le sud. Grosso modo, la solution de tir était passée d'à peu près idéale à absolument épouvantable, car maintenant les navires japonais se trouvaient quelque peu au sud des navires américains et suivaient une trajectoire qui les éloignait encore davantage. Ainsi, les torpilles devraient maintenant être tirées essentiellement par-dessus l'épaule des destroyers américains, en position de poursuite, sous un angle très prononcé. Cela leur prendrait du temps pour rattraper les navires japonais. Et elles seraient assez faciles à éviter parce que, bien sûr, leur vitesse d'approche serait simplement celle de leur propre vitesse, moins la vitesse des destroyers japonais, plutôt que leur vitesse additionnée à celle des destroyers japonais, ce qui aurait été le cas à l'origine. Néanmoins, les torpilles étaient déjà dans l'eau, et après avoir vu qu'elles avaient été lancées, l'amiral Wright a non seulement immédiatement ordonné à ses croiseurs d'ouvrir le feu, ce qui a un peu gâché l'effet de surprise qui faisait pourtant partie du plan initial qu'il avait lui-même élaboré. Mais ils ont aussi tous décidé d'exécuter violemment un destroyer japonais en particulier parmi les nombreux qui étaient sur le radar. Et, ce qui est assez compréhensible, le commandant du destroyer japonais, qui était un peu plus réactif qu'amiral Wright, a fait demi-tour et a simplement dit « Bon, vous savez quoi? Cette mission de renfort et de ravitaillement consiste à tirer des torpilles sur tout ce qui bouge, car c'est le rôle des destroyers. » Et bien sûr, les longues lance-ballons sont arrivées. Boum, beaucoup de croiseurs américains ont été touchés, des proues se sont détachées, l'un des croiseurs a coulé. Tout cela a été un véritable désastre. La seule chose qui pouvait être considérée comme un point positif, c'est que cela a au moins forcé les Japonais à abandonner la mission de ravitaillement, mais les forcer à abandonner la mission de ravitaillement et à y laisser un destroyer, en échange de la perte d'un croiseur lourd entier et d'importants dégâts infligés à plusieurs autres croiseurs lourds. Ce n'était en rien un échange raisonnable. Surtout si l'on considère que si l'amiral Wright avait fait confiance à ses subordonnés pour savoir utiliser leur radar, et ou B s'était simplement tenu à son plan initial qu'il avait lui-même rédigé en collaboration avec l'amiral Kincaid, comme je l'ai dit, toute l'affaire aurait pu se terminer bien mieux. Même si le moral autour de Guadalcanal était parfois fragile, la marine américaine ne pouvait pas complètement discréditer l'amiral Wright en le renvoyant. Ils ont fait la chose la plus logique ensuite, c'est-à-dire le transférer immédiatement à des fonctions à terre dont il n'a jamais été autorisé à sortir, et s'est finalement occupé de superviser l'approvisionnement et la logistique pendant son séjour à terre. De retour aux États-Unis continentaux, il était également responsable, en tant qu'officier commandant de la zone, de l'explosion de Port Chicago. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il était incroyablement doué pour faire exploser des choses appartenant à la marine américaine, et pas particulièrement doué pour faire exploser des choses appartenant à d'autres personnes. Il est donc logique qu'il figure parmi les pires amiraux, selon mes critères. Ensuite, nous avons l'amiral Villeneuve, ou pour lui donner son nom complet, l'amiral Pierre-Charles Jean-Baptiste Sylvestre de Villeneuve, ce qui vous permet peut-être de deviner qu'il était à l'origine un officier français aristocrate, mais il a réussi grâce à une combinaison de circonstances, en fait. D'une certaine manière, il sympathisait sincèrement avec la Révolution française, et d'une autre, il voulait simplement sauver sa propre peau. Il a continué sa carrière navale alors que la plupart des aristocrates de la marine française ont dû fuir ou être exécutés.
Néanmoins, en tant que capitaine, il ne semble pas s'en être trop mal sorti. Je veux dire, rien que pour ça, il a survécu assez longtemps pour être promu au rang d'amiral, ce qui était presque un miracle mineur à l'époque révolutionnaire, marine française. Mais après avoir fait, comme je l'ai dit, un travail raisonnable en tant que capitaine lorsqu'il suivait les ordres de quelqu'un d'autre, sa première grande épreuve en commandant de nombreux navires de guerre eut lieu à la bataille du Nil. Lorsqu'il était à la tête d'une partie de la flotte française sous le commandement général de Bruez, et lorsque Nelson a attaqué la flotte française, la section de la flotte de Villeneuve était celle qui était principalement non engagée à ce moment-là. Les vents étaient faibles et contraires, ce qui le poursuivra lors d'une bataille plus tard et plus importante. Mais cela dit, Villeneuve ne semble pas avoir fait de démarche particulière pour essayer d'aider réellement de Bruys. Cependant, son navire fut l'un des rares assez intacts pour tenter de s'échapper à la fin de la bataille. C'est pourquoi il était encore là un peu plus tard. Avançons jusqu'en 1804-1805 et il reçut la mission de rassembler une immense flotte franco-espagnole pour nettoyer la Manche. Avec un plan et un calendrier de Napoléon qui étaient remarquables, à la fois par leur complexité et par leur totale déraison, compte tenu de ce que la mer pouvait réellement permettre, tout comme les différents plans d'armada de Philippe II. Néanmoins, Villeneuve s'en sortit plutôt bien pour la première partie, qui consistait à échapper au blocus britannique, filer aux Caraïbes, prendre des navires et revenir de l'autre côté. Cette partie n'impliquait aucun combat et, comme je l'ai dit, c'est plutôt bien passé pour eux. Ensuite, il est tombé sur la flotte de l'amiral Calder, qui était plus petite que la sienne, et il a réussi à livrer une bataille au cours de laquelle Calder lui a pris 2 navires. Le lendemain, malgré les officiers français et espagnols qui l'exhortaient à poursuivre l'attaque, car les Britanniques avaient bien plus de navires endommagés que lui, il a refusé et est simplement parti vers Cadix, laissant l'amiral Calder, le vainqueur de cette bataille, à la fois légèrement confus mais très heureux. Villeneuve a ensuite rassemblé encore plus de navires et s'est retrouvé bloqué sur place par Nelson. Ayant conclu que peut-être confier le nettoyage de la Manche et l'invasion de l'Angleterre à cet ensemble particulier de navires et à leur amiral n'était pas la meilleure idée du monde. Il ordonna à Villeneuve de rejoindre la Méditerranée pour y attaquer les navires britanniques, mais Villeneuve échoua. Napoléon décida alors, d'accord, très bien, eh bien, s'il ne peut pas accomplir sa mission initiale et qu'il ne m'écoute pas quand je lui donne une nouvelle mission, je vais simplement le remplacer. Il envoya une lettre à Villeneuve à cet effet. Villeneuve comprit qu'il serait remplacé et pensa « Tu sais quoi? Au lieu de subir le déshonneur d'être remplacé, je décide rétroactivement d'exécuter les ordres reçus et d'ordonner à la flotte de prendre la mer. » Cependant, sachant que Nelson était dehors, il semble avoir perdu toute notion de commandement. Il a ordonné à ses navires de quitter le port en 4 escadrons. Ensuite, il leur a ordonné de former 3 colonnes, puis il leur a ordonné de se mettre en ligne de bataille. Ensuite, il a décidé « Non, 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 nous allons revenir à 3 colonnes à nouveau. » Puis, voyant Nelson approcher dangereusement, il a finalement choisi de revenir à une ligne. Et puis, voyant que Nelson se préparait pour la bataille, il a décidé, en fait, tu sais quoi, oublions toute cette histoire d'aller en mer et de combattre Nelson. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Faisons tout demi-tour et rentrons à la maison. Ce qui a donné une flotte qui avait passé la majeure partie de 2 jours à essayer de sortir du port, dans une sorte de formation approximative, finissant finalement par former un grand arc lâche, avec des navires qui se chevauchaient et des navires dispersés un peu partout, complètement hors formation. Quelque chose que Nelson était plus qu'heureux d'exploiter. Tout cela malgré le fait que Villeneuve avait en réalité plutôt bien deviné ce que Nelson tenterait de faire lors de n'importe quelle confrontation. Et la bataille de Trafalgar fut bien sûr perdue par la suite. Villeneuve fut capturé, finalement ramené en France pour être exhibé, puis il se serait officiellement suicidé en se poignardant 6 ou 7 fois dans la poitrine. Ce que beaucoup de gens ont trouvé un peu trop commode et plus qu'un peu suspect. Parce que, je veux dire, se poignarder une fois dans la poitrine est déjà une décision intéressante. Continuer à le faire une demi-douzaine de fois, ça paraît peu probable. Et donc, il a laissé l'héritage d'un amiral qui, en gros, manquait de courage pour passer à l'action alors que c'était lui qui donnait les ordres. Et lorsqu'il a été poussé à agir principalement par la peur du stigmate social, il a fini par ruiner à peu près toutes les chances que sa flotte aurait pu avoir en perturbant complètement leur formation avec des ordres de manœuvre contradictoires, menant ainsi sa flotte à une défaite plutôt désastreuse. Quelque chose qui n'était pas propre à Villeneuve comme nous allons le voir.
Mais pour notre avant-dernier choix, je vais opter pour l'amiral Won Kyung. Il était un contemporain de l'amiral Yi Sun-sin, bien plus célèbre et bien plus compétent. Sa présence sur cette liste demande quelques explications. Ainsi, l'amiral Yi et Won Gyun avaient en fait des origines très similaires, ayant tous deux commencé comme officiers de cavalerie, et dans les deux cas, ils ont en réalité fait du bon travail. L'amiral Yi, davantage grâce à ses tactiques et son leadership, et Won Gyun, même s'il avait un certain degré de génie tactique, était également connu pour être un commandant de première ligne, menant la charge en tête avec ses hommes pour attaquer l'ennemi de près. Tout cela était très bien si l'on utilisait des tactiques de cavalerie, mais lorsque les Japonais sont arrivés par la mer, eh bien, il a fallu appeler des gens pour commander des flottes. À ce moment-là, Won Gyun montra qu'il n'était peut-être pas le meilleur des amiraux, car il ignora complètement toute reconnaissance et ne parvint pas à rassembler ses navires de guerre à temps. Les Japonais ont débarqué dans sa zone navale, et il a fini par brûler ses installations avant de fuir avec quelques navires survivants. Ce n'était pas forcément un cas isolé pour les flottes coréennes à cette époque, même si Won Gyun était sans doute l'un des pires responsables. L'amiral Yi est arrivé et a recueilli le petit reste survivant de la flotte de Won Gyun, puis l'amiral Yi, avec Won Gyun comme l'un de ses subordonnés, a entamé une série de batailles contre les Japonais qu'il a toutes remportées. Il a progressivement reconstruit la flotte coréenne, passant de quelques dizaines à plusieurs centaines de navires. Au cours de ces batailles, l'amiral Yi a utilisé de nombreuses informations provenant de ses éclaireurs, ainsi que les avantages significatifs que les navires coréens avaient dans le combat à distance, tant en ce qui concerne le tir à l'arc à courte portée que l'artillerie à longue portée. Mais au lieu d'être heureux d'être l'un des officiers supérieurs servant sous les ordres de l'amiral Yi, Won Gyun, qui était légèrement plus âgé que Yi, a décidé qu'en réalité, il ferait un bien meilleur travail. Je ne comprends pas comment il pensait surpasser l'amiral Yi, qui gagnait toutes ses batailles sans perdre de navire. Mais quoi qu'il en soit, il est devenu amer et rancunier, pensant qu'il devrait avoir toute la gloire à la place. Et selon la source à laquelle vous croyez, il s'est soit tenu à l'écart et a permis un complot contre l'amiral Yi, soit il a activement participé à un complot contre l'amiral Yi. Dans les deux cas, l'amiral Yi a été démis de ses fonctions sur de fausses accusations après avoir refusé de naviguer dans un piège évident et le commandement de la flotte a été confié à Won Gyun. Il s'est donc vu confier une flotte coréenne aguerrie au combat, qui s'était reconstruite après ses désastres initiaux. Elle savait se battre et pouvait le faire sous la direction d'un officier compétent. Elle était maintenant plus forte qu'à tout autre moment de la guerre. Et Won Gyun a décidé qu'il allait complètement ignorer ses subordonnés, ignorer totalement ses éclaireurs et mener sa flotte droit dans un piège évident. Il a perdu quelques escarmouches qui ont précédé ce piège évident, ce qui a quelque peu diminué sa flotte. Et puis, une fois qu'il est tombé dans ce piège évident, il a décidé que la meilleure chose à faire était simplement de se recroqueviller, littéralement, et d'essayer de se saouler un peu. Les Japonais virent que les Coréens étaient acculés dans un coin, incapables d'utiliser leur avantage à distance. Constatant que l'ennemi n'avait pas bougé ni combattu durant plusieurs jours, ils décidèrent logiquement d'attaquer, profitant de leur supériorité au corps à corps pour anéantir la flotte coréenne, seuls quelques navires survivants, qui avaient jeté un coup d'œil à l'inexpérience tactique flagrante de Won Gyun et à la destruction vers laquelle il les menait, et ont simplement décidé « Au diable, tout ça, on s'en va ». Et c'est ce qui laisserait le pauvre vieux amiral Yi chargé de reconstruire toute la marine coréenne et de défendre son pays. Avec seulement une 12 ou 13 navires à sa disposition, en gros, une situation encore pire que celle dans laquelle il se trouvait au départ. Je veux dire, la seule chose que Won Gyun a réussi à faire correctement, c'est mourir. Et même là, ce n'était pas une mort survenue pendant la bataille dans laquelle il avait mené ses forces de façon aussi désastreuse. Il s'est enfui à terre, mais des soldats japonais l'y attendaient, car son retard avait permis aux Japonais de débarquer des troupes de chaque côté de cette baie, qui était un piège évident, et d'attendre les survivants coréens, dont Won Gyun. Donc il mérite vraiment de figurer sur la liste des pires amiraux de tous les temps, parce qu'il a vu exactement comment il fallait combattre une force navale coréenne de cette époque. Il a participé à un bon nombre de ces batailles. Il connaissait précisément les tactiques et stratégies de l'amiral Yi. Et puis, comme nous l'avons dit, il est soit resté à l'écart,
soit a activement participé au complot visant à écarter ledit amiral sur de fausses accusations, puis a rapidement perdu toute la flotte en faisant exactement ce que l'amiral Yi avait dit de ne pas faire. Et enfin, tout spectateur de longue date de la chaîne va savoir exactement qui arrive maintenant. Il s'agit bien sûr de l'amiral David Beatty de la Royal Navy. Beatty a commencé sa carrière navale comme un officier relativement moyen, mais il a réussi à se distinguer en commandant des canonnières sur le Nil, et plus tard lors de la révolte des Boxers. En tant qu'officier assez courageux et plutôt doué pour le commandement, puis plus tard, une fois promu au grade de capitaine, il était aussi plutôt compétent, ironiquement vu les problèmes futurs, pour maintenir ses navires en ordre, propres et efficaces, et il était assez bon en artillerie. Jusqu'ici, tout va bien. Cependant, s'il avait obtenu ces postes, c'était en partie parce qu'il avait aussi de très bonnes connexions politiques, et grâce à ces connexions, il a bénéficié de promotions précoces, même s'il faisait parfois tout pour saboter sa propre carrière. Mais lorsque la Première Guerre mondiale éclata et que Beatty prit le commandement de l'escadron de croiseurs de bataille, puis de la flotte de croiseurs de bataille, ses défauts en tant qu'officier amiral, où il devait donner les ordres plutôt que simplement les suivre, ont commencé à devenir assez évidents. Il avait nommé Ralph Seymour comme lieutenant de pavillon, l'homme chargé de transformer les ordres de Beatty en signaux de pavillon, principalement pour ses relations politiques plutôt que pour ses compétences en signalisation, ce qui s'est avéré être vraiment le cas, puisqu'il n'était pas du tout doué pour cela. Cela devint assez évident lors de la bataille du Dogger Bank, où une série d'ordres contradictoires et confus de Seymour fit que, bien que la Royal Navy ait remporté la bataille, cette victoire s'est traduite par le naufrage du Blücher et un Seydlitz gravement endommagé, alors qu'avec un peu plus de compétences dans la transmission des signaux, ils auraient pu couler au moins le Seydlitz, et possiblement endommager encore quelques autres navires allemands, voire pire. Beatty refusa d'agir contre Seymour qui resta donc à ses côtés lorsqu'il mena la flotte de croiseurs de bataille, renforcée par la 5e escadre de bataille à la bataille du Jutland. Maintenant, quel rôle exactement Beatty a-t-il joué dans l'état de l'artillerie de la flotte de croiseurs de bataille pendant son séjour dans le Firth of Forth? Et tout retrait ultérieur ou toute altération des dispositifs de sécurité, ainsi que les divers autres problèmes liés aux munitions, bien qu'intéressants, ne sont pas en eux-mêmes aussi révélateurs du fait que Beatty était un terrible amiral que vous pourriez le penser. Parce que même avec tous ces problèmes, quelles qu'en aient été les causes exactes, le simple fait est que la flotte de croiseurs de bataille et la 5e escadre de bataille entraient dans la bataille avec une puissance de feu et une portée bien supérieure à celle des croiseurs allemands. Et bien sûr, de manière générale, les navires n'explosent que lorsqu'on leur tire dessus. Et si l'ennemi n'arrive pas à atteindre votre portée, eh bien, il ne peut pas vous tirer dessus. Cependant, en raison de plusieurs facteurs, comme la mauvaise position de son navire amiral par Beatty, de mauvais ordre, et la transcription encore pire de Seymour en signaux de pavillon, Beatty engagea le combat en laissant la 5e escadre de bataille en retrait. Vous savez, l'unité navale la plus puissante de toute la planète à ce moment de l'histoire. Ce n'est pas le genre de choses que l'on rate facilement ou que l'on laisse rouler derrière le canapé, au sens figuré, mais néanmoins, c'est ce qui s'est passé. L'équilibre de la puissance de feu est désormais plus serré qu'il ne l'aurait été. Beatty a alors commencé à surestimer la distance jusqu'aux navires allemands et a donné une série d'ordres de microgestion, des ordres de correction de cap à ses forces, ou à ce qu'il en restait, ce qui a eu pour conséquence qu'ils étaient bien plus préoccupés à essayer de suivre des corrections de cap de plus en plus folles qu'à réellement se concentrer sur les navires capitaux allemands. Gardez à l'esprit qu'à ce stade de la guerre, chaque changement majeur de cap ou de vitesse nécessitait de réinitialiser les calculs de tir et de tout reprendre. Entre ces limites technologiques et les distractions, les Allemands se sont assez approchés pour ouvrir le feu, faisant perdre à Beatty son avantage de portée, et l'Infatigable ainsi que le Queen Mary allaient ensuite exploser et couler. Ensuite, grâce à de nouveaux problèmes de signalisation, il a réussi à faire en sorte que la 5e escadre de bataille soit presque coulée, malgré le fait que la 5e escadre de bataille avait essentiellement réussi à reprendre sa place dans la formation et était en fait venue à son secours. Il les a laissés passer devant ses forces, où ils ont tout de suite essuyé le feu de toute la flotte de haute mer, puis ont dû rebrousser chemin d'eux-mêmes.
Et pendant tout cela, Beatty n'avait absolument rien communiqué à Jellicoe sur ce qui se passait. Par exemple, sommes-nous réellement en train d'engager les Allemands? Combien sont-ils? Où sont-ils? Et où vont-ils? Jellicoe, ne sachant rien de tout cela, a dû prendre la plupart de ses décisions à l'aveugle ou en se basant sur les rapports des subordonnés de Beatty qui étaient tout simplement passés au-dessus de lui et avaient directement envoyé des messages radio à la Grand Fleet, notamment certains escadrons de croiseurs légers. Et ensuite, après être tombé sur la Grande Flotte en remontant vers le nord, après avoir été complètement battu par Hipper, Beatty a décidé que, au lieu de se joindre à la partie de la Grande Flotte sur laquelle il était tombé, c'est-à-dire l'arrière de la flotte, il a décidé de couper devant la Grande Flotte pour rejoindre l'avant, car pour lui, l'avant était la position la plus importante. Peu importe le fait que cela signifiait que ces navires, ainsi que la fumée qu'ils produisaient, obscurcissaient complètement tout ce qui se passait au sud d'eux, ce qui voulait dire que la Grande Flotte était encore plus longtemps empêchée de voir ce que faisait la flotte de haute mer, alors même que celle-ci était enfin en vue. Ayant tout fait pour perdre la bataille du Jutland, par la suite, Beatty allait non seulement apporter des contributions, disons intéressantes et créatives, sur ce qui avait exactement causé les problèmes avec ses croiseurs de bataille, mais la plupart de ses explications visaient davantage à se couvrir lui-même qu'à réellement résoudre le problème. Mais ensuite, après que Jellicoe ait été promu premier lord de la mer et que la grande flotte ait été laissée entre les mains de Beatty, Beatty a réussi à, quelle est la façon la plus simple de dire cela? Presque à lui seul, il a failli saboter l'ensemble des relations navales anglo-américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment a-t-il pu accomplir cela à la fin de la Première Guerre mondiale, pourriez-vous demander? Eh bien, il se trouve que l'un des officiers américains qui s'était présenté, maintenant que l'Amérique était impliquée dans la guerre, étant donné que, comme nous l'avons dit, c'était un peu plus tard, était un certain Ernest G. King, qui allait plus tard devenir une personnalité importante dans la marine américaine. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, King n'était pas le plus grand admirateur des Britanniques, mais il était aussi assez désireux de voir ce que la principale flotte britannique, c'est-à-dire la flotte de combat navale la plus puissante du monde, vue de près, permettait de vérifier si ses réserves envers les Britanniques étaient justifiées. Il était observateur sur le HMS Queen Elizabeth, désormais navire amiral de Beatty, lequel décida d'organiser un grand exercice naval. Il a partagé la flotte en deux, une moitié sous son commandement, l'autre sous celui de l'amiral Sturdy. Vous savez, l'amiral qui avait mené des croiseurs de bataille britanniques à une victoire décisive, au lieu de les conduire à une mort explosive. Le brouillard est tombé, ce qui a rendu la navigation quelque peu difficile, étant donné que c'était l'époque avant le radar, mais malgré tout, Beatty s'est rendu compte que dans toutes les conditions autres qu'un calme plat, et probablement même dans ce cas, Sturdy était de loin le meilleur officier de marine. Et au lieu d'essayer de faire quoi que ce soit face au fait que Sturdy était probablement en train de tendre un piège pendant qu'il parlait, Beatty a simplement décidé de continuer sa route. Quand le brouillard s'est dissipé, il s'est avéré que Sturdy avait effectivement préparé un piège ingénieux. Bien que les deux flottes aient été soumises aux mêmes conditions météorologiques, Sturdy parvint à placer toute sa flotte dans une position où la moitié de la flotte de Beatty était à sa merci. Et il aurait, si le jeu de guerre avait continué, totalement anéanti ses adversaires lors d'une bataille simulée. Beatty, au lieu d'essayer de démontrer ne serait-ce qu'un minimum de compétences techniques ou tactiques pour se sortir du piège de Sturdy, ou au moins lui faire payer ce piège, a décidé, dans un accès de colère, d'annuler l'exercice immédiatement. Ainsi, il n'aurait techniquement aucune défaite à son dossier. Bien sûr, King, qui se trouvait sur la passerelle à ce moment-là et a tout observé, s'est, disons, forgé une opinion peu favorable de la Grande-Bretagne. La Royal Navy dans son ensemble, car Beatty était alors censé incarner le corps des officiers commandants de la Royal Navy. Eh bien, si c'était ça la crème de la crème, alors, selon le raisonnement de King, le reste devait être encore pire. Quelque chose qui, disons-le, allait avoir des répercussions assez importantes sur la façon dont King allait traiter la Royal Navy et les Britanniques dans leur ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pour la performance pas si glorieuse d'avoir réussi à infliger des milliers de pertes totalement inutiles à la Royal Navy, non pas dans une, mais dans 2 guerres mondiales. Bien qu'il fasse en théorie partie de cette même marine, l'amiral Beatty occupe clairement, à mes yeux, la première place parmi les pires amiraux de tous les temps. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter la publication épinglée pour poser vos questions pour le dry dock.